Alors, j'ai une première question qui s'adresse à l'un comme à l'autre, puisque vous êtes on va dire en phase de formation initiale. Je rappelle que vous êtes en 4e année de médecine en ce qui vous concerne. Est-ce que vous faites une différence entre sensibilisation et formation? Absolument. La sensibilisation, c'est une étape essentielle parce qu'aujourd'hui, on se rend compte que les étudiants traitent parfois le handicap comme un problème distant, peut-être une difficulté à se représenter ce que ça peut être la vie d'une personne en situation de handicap. Et puis après, il y a l'étape formation qui va concerner spécifiquement la façon dont on va interagir avec les patients quand ils sont en situation de handicap et la façon dont on doit communiquer, les techniques parfois un petit peu spécifiques qu'il faut employer pour une prise en charge, une prise en soin adaptée. Pour moi, sensibilisation, c'est connaissance, formation, c'est compétence. Et forcément, difficile d'acquérir des compétences si on n'a pas été sensibilisé avant et qu'on n'a pas le socle de connaissances qu'il faut. Donc, c'est ce qui est vu dans cette charte et dans le sens du travail qui a été fait. Les étudiants doivent être sensibilisés, on doit savoir à quoi est-ce qu'on doit se former. Et après, la formation paraît évidente et on est motivé à acquérir cette formation et ces compétences. Alors, vous avez eu l'occasion de le découvrir déjà, la masse de connaissances à acquérir en 5 ou 6 années et 5 ans même, on va dire, puisque la dernière année est quasiment, peut-être hélas, consacrée à la préparation du concours de l'internat. Cette masse de connaissances est énorme, c'est-à-dire c'est du savoir. Ces connaissances sont regroupées en thématiques, plusieurs centaines de thématiques, parmi lesquelles on trouve un tout petit peu, je dirais, de connaissances relatives à la prise en charge de la personne en situation de handicap. Or, la prise en charge de la personne en situation de handicap, c'est quasiment l'équivalent, je dirais, du corpus de la médecine, puisque ça couvre bien sûr le champ de la médecine globale, et ça concerne aussi toutes les spécificités du handicap. Donc effectivement, la première phase, on peut considérer que c'est de la sensibilisation. Comment, pour vous, on peut au mieux sensibiliser dans le cadre de vos études de médecine en formation initiale? Vous avez parlé des stages, vous avez parlé de l'exemplarité, vous avez parlé de plusieurs choses qui sont intéressantes à relever. Absolument, les stages, c'est une étape qui est essentielle. D'ailleurs, cette année, dans la faculté de médecine de Reims, l'expérimentation de stages de sensibilisation au handicap a porté ses fruits. Une expérience qui a vraiment été bénéfique pour les étudiants, pour les patients, pour les soignants, puisque tout le monde, au final, se met autour de la table et se rend compte qu'il y a énormément de choses à apprendre, chacun les uns des autres. Et au final, voilà, les stages, c'est une étape essentielle qu'on puisse, au cours de notre formation, entrer en contact avec des personnes en situation de handicap. Oui. Et pour compléter, de toute façon, c'est le cœur même de la formation médicale, telle qu'elle est enseignée en France et qui en a fait notre excellence, elle se fait au pied du malade, mais avec un professionnel qui nous montre, on parlait d'exemplarité, des gens passionnés qui nous influent du coup cette passion du soin, du bon soin. Et du coup, effectivement, c'est toujours, pour qu'on soit bien formé, c'est toujours un juste équilibre à trouver entre être mis dans la situation où on se rend compte qu'il y a quelque chose à faire, qu'il y a beaucoup de connaissances à mobiliser. Par exemple, dans le cas des personnes en situation de handicap, il faut vraiment le vivre pour comprendre que faut croiser un tas de connaissances, puisque c'est un patient qui a des besoins qui ne sont pas les mêmes. Du coup, on doit s'adapter, il y a un effort d'adaptation à faire. Donc la vraie logique est effectivement d'aller sur le terrain, de voir nous-mêmes quelle est l'attente des besoins, de quelle manière est-ce qu'ils ont besoin de nous, sachant que cette attente sera différente pour que nous, professionnels de santé, on puisse mieux s'adapter et se dire, tiens, en fait, dans ma faculté, dans mes cours, il y a des outils qui vont me permettre d'être le plus efficient dans cette situation, de la manière dont on a besoin de moi. Et voilà, je pense que c'est la bonne direction. Du coup, un bon équilibre entre des cours, de la sensibilisation, de la formation, et voilà.
Et peut-être pour réagir par rapport à ce que vous disiez sur le fait qu'au final, dans nos études, on a cette préparation du concours qui nous polarise totalement durant les études et nous éloigne peut-être un petit peu des compétences et des stages. Justement, vous avez tout à fait raison et c'est un des objectifs qu'on se fixe, de revoir complètement l'organisation des études, puisqu'actuellement on travaille sur des grands projets de réforme pour justement donner une plus large place aux compétences, à la communication. Et je pense que ça permettra justement de trouver cet équilibre qu'Antoine évoque entre les différents aspects. Et juste pour finir là-dessus, moi il y a une phrase qui m'a marqué, notamment je suis en train de lire le bouquin du coup de monsieur Pascal Jacob, Liberté, Égalité, Autonomie, là. Et dedans il n'hésite pas à citer Alain Cordier, je fais des recommandations, qui dit bien que les personnes en situation de handicap sont des personnes particulières et tout effort qu'on fera pour les prendre en charge, cet effort il n'est pas juste pour eux mais pour tout le monde. C'est-à-dire que si on devient bon à soigner une personne en situation de handicap, c'est tellement une bonne mise en pratique de nos connaissances et de nos formations qu'après ça fait ces connaissances-là, on peut les mobiliser, ces compétences pour tous les autres patients et faire de nous des meilleurs professionnels de santé. Donc c'est un objectif qui est un très bel objectif si on y arrive. On ne peut pas faire l'économie, je dirais, du sujet sain, mais on ne peut pas faire l'inverse, c'est-à-dire connaître parfaitement la médecine générale, globale, et connaître les particularités en fait, de la personne en situation de handicap. Donc le savoir-faire, vous allez l'acquérir progressivement. Le savoir-être, c'est au début jusqu'à la fin peut-être de votre vie, puisque les situations vont changer au fur et à mesure. Comment vous voyez, vous, l'appréhension, je dirais, du savoir-être ? Le savoir-être, je pense qu'on se retrouve encore une fois dans la notion d'exemplarité. On apprend beaucoup par mimétisme au final, en reproduisant les comportements qu'on peut observer chez nos tuteurs, chez nos encadrants. Et c'est pour ça aussi qu'il y a une grande place pour l'exemplarité et que c'est un changement de mentalité qui doit se faire chez les étudiants, mais aussi parmi les soignants, parce qu'on apprend de ces soignants-là. Et qu'aujourd'hui, en étant confronté justement à des situations dans lesquelles parfois des comportements ne sont pas adaptés ou des prises en charge ne sont pas optimales, et ben, ça imprime des mauvaises façons de faire dans l'esprit des étudiants. Et au final, on n'aide pas du tout les étudiants à construire des bonnes compétences et un bon savoir-être. Donc je pense que la notion d'exemplarité est vraiment très importante pour donner une vraie place à la pédagogie dans l'enseignement justement de ces compétences. Et au-delà de ça, du coup pour compléter, l'exemplarité elle est nécessaire mais elle n'est pas suffisante non plus. C'est-à-dire que pour l'instant on n'a que ça pour nous calquer, pour nous éduquer à savoir-être, puisque en France, en tout cas tel que est fait la formation des études de médecine en France, c'est quand même un système qui reste très sanctionnant, très académique. Il faut valider des connaissances, valider un petit peu des savoir-faire. On le voit avec la simulation, ça commence à se développer. Alors pour évaluer le savoir-être, on est encore au début, quoi. Et d'où l'introduction de ces pédagogies innovantes liées aux patients experts. C'est eux les témoins qui acquièrent une certaine expérience. Ce que vous appelez les patients ressources. Les patients ressources, ouais, il y a eu plusieurs mots au fur et à mesure de l'évolution de ce concept, mais effectivement, il y a beaucoup de savoir-être à apprendre venant des personnes qu'on soigne. Et elles sont, on le voit aujourd'hui, tout à fait motivées à travailler avec nous. Vous souhaitez l'utilisation du levier de la transmission, en fait, des patients ressources, des aidants, des accompagnants et autres personnes en charge, en fait. Oui, en fait, l'objectif, c'est d'introduire l'intervention des patients pour parler de leur expérience, pour parler de leurs ressentis, des difficultés qu'ils peuvent rencontrer dans leur parcours de soins, pour que nous, en tant que futurs professionnels, on puisse mieux comprendre leurs attentes et ainsi mieux comprendre ce qu'on doit apprendre. Parce qu'aujourd'hui, en tant qu'étudiant, il y a déjà un enjeu
à comprendre ce qu'on doit apprendre. Et quand on voit en face de nous un patient qui nous explique qu'au cours de son parcours de soins, il a rencontré des soignants qui avaient des difficultés à communiquer avec lui ou avec elle, ça nous met, ça nous met directement face à nos manquements et ça nous montre bien qu'il faut apprendre aujourd'hui à communiquer avec les patients et ça se fait directement au contact des patients et notamment des patients ressources. Vous souhaitez votre implication d'une certaine façon dans la réalisation, la fabrication des programmes pédagogiques. C'est ce qui est déjà le cas, c'est le rôle de... Enfin, l'ANEMF en tout cas essaie autant de faire autant que possible de faire remonter les impressions des étudiants, faire un feedback sur la qualité de la pédagogie, parce que l'année dernière ça a été un peu notre grand moment sur l'enquête sur la santé mentale des étudiants en médecine, mais il est clair que il y a plein de moments sur les terrains de stage, et moi maintenant je le vis en étant aux urgences, un patient en situation de handicap, j'ai pas pu m'empêcher de penser à la charte Romain-Jacob et de voir qu'effectivement il y avait une différence qui était palpable, quoi. Enfin, mais bon, qui semble normale pour tout le monde parce que des choses sont comme ça, mais une fois qu'on a été sensibilisé, le contraste est là, et du coup on se dit tiens, il y a quelque chose à faire. Et c'est pour le mieux pour tout le monde, quoi. Autant. Mais ça ne peut pas se faire sans sensibilisation sur le terrain. Et c'est ça, et il faut qu'on soit impliqué, nous, en tant qu'étudiants, dans l'élaboration de ces maquettes de formation pour qu'on ne retourne pas dans les torts actuels, c'est-à-dire trop sanctionnant. On va considérer que vous arrivez à prendre en charge une personne de situation de handicap parce que vous avez réussi les 10 QCM que votre professeur a eu le temps de faire quand il a eu le temps, quoi. D'accord. Écoutez, je vous remercie. Merci beaucoup.